4 heures, 17 minutes et 42 secondes. C'était le temps exact que Sophie Dubois a mis à courir, en poussant son frère paraplégique, Antoine, dans un fauteuil roulant, 42 kilomètres, sous la pluie, avec un genou qui hurlait à chaque pas. Mais ce que personne ne sait, c'est qui les attendait à l'arrivée. Et pourquoi cette personne pleurait? Ceci est une histoire de but, pas ceux que l'on mesure avec des chronomètres, ceux que l'on mesure avec des larmes, ceux que l'on franchit avec amour, celles qui semblent impossibles jusqu'à ce que quelqu'un décide que ce n'est pas le cas. Sophie Dubois avait 38 ans, quand la vie lui a appris qu'il y a des douleurs, que la médecine ne guérit pas. Elles se guérissent par le mouvement, elles se guérissent en courant. Mais cela, elle l'a appris bien avant ce matin pluvieux, à Paris. Elle l'a appris quand elle avait 22 ans et que son père est mort d'un cancer du poumon. Le médecin avait dit 6 mois, ils ont duré 4 mois, à voir son père disparaître sous ses yeux. 4 mois sans rien pouvoir faire. 4 mois à se sentir complètement inutile. Le matin de l'enterrement, Sophie a quitté la maison avant l'aube. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait juste qu'elle avait besoin de bouger. Elle a commencé à marcher, puis à trottiner, puis à courir. Elle a couru jusqu'à ce que ses poumons brûlent. Elle a couru jusqu'à ce que ses jambes tremblent. Elle a couru jusqu'à ce que ses larmes sèchent. Et quand elle s'est finalement arrêtée, elle était à 15 kilomètres de chez elle, perdue, épuisée, mais pour la première fois depuis 4 mois, elle ressentait quelque chose qui n'était pas de la douleur. Elle ressentait de la liberté. Ce jour-là, une coureuse est née. Pendant les 8 années suivantes, Sophie a couru. Elle a couru le matin, avant le travail. Elle a couru le soir, après le travail. Elle a couru quand elle était heureuse. Elle a couru quand elle était triste. Elle a couru quand elle ne savait pas ce qu'elle ressentait. Elle a terminé son premier marathon à 25 ans. Temps, 4 heures, 45 minutes. Elle n'a rien gagné. Elle n'a battu aucun record. Mais elle a franchi cette ligne d'arrivée en pleurant comme jamais. Parce qu'elle a compris quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Franchir une ligne d'arrivée, ce n'est pas une question de gagner. C'est une question de terminer ce que l'on a commencé. C'est une question de prouver que l'on peut. C'est une question de transformer la douleur en mouvement pendant les 7 années suivantes. Sophie a couru 12 marathons de plus. Son meilleur temps a été de 3 heures 52 minutes. Au marathon de Lyon, elle n'était pas professionnelle. Elle n'avait pas de sponsor. Elle avait juste ses jambes, sa volonté et une raison d'avancer. Mais le corps humain a des limites. Et parfois, ces limites se brisent. C'était au kilomètre 35 du marathon de Marseille. Sophie a senti quelque chose d'étrange. Dans son genou droit, un craquement, une douleur aiguë. Elle a continué à courir. Erreur, en franchissant la ligne d'arrivée, elle pouvait à peine marcher. Le diagnostic a été dévastateur, ménisque déchiré, cartilage endommagé. Le médecin a été direct. Vous pouvez recourir occasionnellement, lui a-t-il dit, mais les marathons, cette époque est révolue. Sophie avait 33 ans, et la seule chose qui la maintenait saine d'esprit lui a été arrachée. Les 2 années suivantes ont été sombres. Sophie a arrêté de courir, elle a arrêté de bouger, elle a arrêté de ressentir, elle a travaillé comme elle pouvait en faisant des ménages, en nettoyant des bureaux, en nettoyant les désordres des autres, pendant que le sien s'accumulait. Mais la vie a une façon cruelle de vous rappeler que ça peut toujours empirer. Et 3 ans après sa blessure, ça a empiré. Antoine Dubois était le frère cadet de Sophie, 6 ans de moins. 32 ans, maçon, par vocation, père, par choix, époux, par amour et coureur, par héritage familial. Depuis qu'il était enfant, Antoine a suivi les traces de sa sœur. Littéralement, quand Sophie courait dans le quartier, Antoine courait derrière. Quand Sophie s'entraînait pour des marathons, Antoine courait ses propres 10 kilomètres chaque dimanche. Il n'a jamais été aussi rapide qu'elle, il n'a jamais eu son endurance. Mais il avait quelque chose
que Sophie admirait profondément. Il avait de la joie. Antoine courait en souriant, Antoine courait en riant, Antoine, et courait comme si chaque pas était un cadeau. Et il disait toujours la même chose à Sophie. Un jour, on courra un marathon ensemble, ma sœur, toi devant, moi derrière. Mais tous les deux, franchissant la même ligne d'arrivée, Sophie souriait toujours et disait que oui, un jour. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Le 15 mars, il y a 3 ans, Antoine travaillait sur la construction d'une villa à la périphérie de Paris. C'était un projet important, 4 étages, un immense jardin, une piscine. Le propriétaire était un entrepreneur en bâtiment, nommé Jean-Pierre Leclerc, propriétaire de l'entreprise, où Antoine travaillait depuis 5 ans. Ce jour-là, Antoine était au 3e étage. Il travaillait sur un échafaudage que plusieurs ouvriers avaient signalé comme défectueux, un échafaudage que l'entreprise avait promis de réparer, un échafaudage qui n'a jamais été réparé. À 14h47, l'échafaudage s'est effondré. Antoine a chuté de 9 mètres. 9 mètres qui ont tout changé. Ils l'ont emmené à l'hôpital en ambulance. Sophie est arrivée en courant, ironie cruelle, courant avec un genou détruit pour retrouver son frère détruit. Le diagnostic a été définitif. Lésion médulaire, T6, T7, paraplégie complète. Antoine Dubois ne remarchera jamais, ne recourra jamais, ne suivra jamais les traces de sa sœur. Les mois suivants ont été un enfer. Antoine a passé 3 mois à l'hôpital, 4 mois en rééducation. Et puis, rien, l'entreprise de Jean-Pierre Leclerc a versé l'indemnisation minimale légale, 120 000 €, à peine suffisant pour couvrir les dettes médicales. Il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a pas eu de visite, il n'y a eu que du silence. Et Antoine a sombré. Il a d'abord perdu ses jambes, puis il a perdu l'espoir, puis il a perdu sa femme, Laura, sa femme depuis 7 ans, la mère de ses enfants, n'a pas pu gérer la situation. 1 an après l'accident, elle lui a dit qu'elle partait, non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle ne pouvait pas le voir ainsi, détruit, amer, perdu. Elle a emmené les enfants, Sofia, 8 ans, Carlos, 5 ans, des visites, toutes les 2 semaines. Si Antoine le voulait, mais Antoine ne voulait rien. Antoine ne voulait voir personne. Antoine ne voulait pas sortir du lit. Antoine ne faisait que répéter la même phrase. Encore et encore. Je ne sers plus à rien. Je ne sers plus à rien. Je ne sers plus à rien. Sophie le voyait se détériorer. Chaque jour, ils vivaient ensemble maintenant, dans le petit appartement de Sophie. Elle travaillait en faisant des ménages de 7 heures du matin à 18 heures. Il restait au lit à regarder le plafond. Elle cuisinait, nettoyait, prenait soin. Il mangeait à peine, parlait à peine, existait à peine. Et chaque nuit, Sophie s'endormait en se demandant la même chose. Comment puis-je le sauver? Comment puis-je lui rendre la vie? Comment faire briller ses yeux à nouveau? La réponse est venue de la manière la plus inattendue. Il y a 2 ans, Sophie a trouvé un emploi comme employée de maison dans une somptueuse villa de Neuilly-sur-Seine. La maison appartenait à un homme d'affaires nommé Jean-Pierre Leclerc. Jean-Pierre Leclerc, le PDG de Leclerc Construction. Jean-Pierre Leclerc, le responsable de l'échafaudage qui a détruit Antoine. Mais Sophie ne le savait pas. Pour elle, Jean-Pierre était juste un patron riche, un homme qui payait bien et exigeait beaucoup. Un autre visage sans histoire. Jean-Pierre avait 54 ans, veuf depuis 2 ans. Un cancer du sein avait emporté sa femme, Hélène. Il travaillait 16 heures par jour, non pas par passion, mais parce que le travail l'empêchait de penser. Et être occupé signifiait ne pas penser à Hélène, ne pas penser à ses erreurs, ne pas penser à l'échafaudage qu'il n'avait jamais fait réparer. Parce que Jean-Pierre savait. Il savait que l'accident d'Antoine était de sa faute. Il savait qu'il avait ignoré les rapports de sécurité. Il savait qu'il avait privilégié le calendrier à la vie humaine. Et chaque nuit, cette connaissance le dévorait.
Mais il n'a jamais rien fait. Il a versé des indemnités, classé l'affaire et continué comme si de rien n'était. Sophie travaillait chez Jean-Pierre sans rien savoir de tout cela. Elle nettoyait ses sols, faisait sa vaisselle, rangeait ses vêtements et n'imaginait jamais qu'elle nettoyait la maison de l'homme qui avait détruit son frère. Mais la vie a une façon de relier les points, même si nous ne les voyons pas. C'était un mardi soir. Sophie était à la maison, dînant avec Antoine. Enfin, elle dînait. Antoine regardait son assiette sans manger, comme tous les soirs. La télévision était allumée. Une publicité est apparue. Le marathon de Paris, premier dimanche de décembre. 42 kilomètres de gloire. Inscription ouverte. Sophie a regardé la publicité avec nostalgie, se souvenant de l'époque où elle pouvait courir, se souvenant de l'époque où son corps était libre, se souvenant de l'époque où franchir des lignes d'arrivée était possible. Et puis, elle a vu quelque chose à l'écran qui l'a fait s'arrêter. Catégorie spéciale, fauteuil roulant assisté, pour les participants à mobilité réduite et leurs assistants. Sophie a regardé Antoine. Antoine regardait le plafond. Comme toujours, et à ce moment précis, quelque chose s'est allumé dans le cerveau de Sophie. Une idée folle, une idée impossible, une idée qui allait tout changer. Et si Antoine pouvait franchir la ligne d'arrivée d'un marathon, pas en courant, mais en la franchissant, avec son aide, avec elle le poussant, avec elle étant ses jambes, l'idée était ridicule. Sophie n'avait pas couru depuis 5 ans. Son genou était détruit. Antoine n'était pas sorti de chez lui depuis des mois, et pousser un fauteuil roulant sur 42 kilomètres était physiquement brutal. Mais Sophie ne pouvait pas chasser cette idée de sa tête. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Elle a passé son temps à faire des recherches sur son téléphone. Catégorie fauteuil roulant assisté. Ça existait. C'était réel. Peu de gens l'utilisaient, mais c'était légal. L'assistant poussait le fauteuil roulant pendant tout le parcours. Le participant en fauteuil roulant franchissait la ligne d'arrivée. Les deux recevaient une médaille de finaliste. Sophie a calculé les dates. Il restait 147 jours avant le marathon. 147 jours pour s'entraîner. 147 jours pour se préparer. 147 jours pour rendre l'impossible possible. Et elle a pris une décision. Elle ne dirait rien à Antoine. Pas encore. Elle devait d'abord savoir si c'était possible. Elle devait d'abord prouver que son corps tiendrait le coup. Elle devait d'abord démontrer que ce n'était pas qu'un rêve. Le lendemain matin, Sophie s'est réveillée à 4h30, 1 heure plus tôt que d'habitude. Elle a mis des vêtements de sport, des vêtements qu'elle n'avait pas portés depuis 5 ans. Et elle est sortie courir. Les premiers pas ont été une agonie. Son genou a crié, ses poumons ont brûlé, ses jambes ont tremblé. Mais elle a continué. Elle a couru 2 kilomètres ce premier jour. 2 kilomètres qui lui ont semblé en faire 20, 2 kilomètres qui ont failli la tuer. Mais quand elle est rentrée à la maison, en sueur, en larmes, respirant à peine, elle a souri parce qu'elle avait commencé. Et commencer est toujours le plus difficile. Les jours suivants ont été brutaux. Sophie s'entraînait à 4h30 du matin, avant qu'Antoine ne se réveille, avant que le soleil ne se lève, avant que le monde ne la voie. Elle courait dans les rues vides. Elle courait dans les parcs sombres. Elle courait seule avec ses pensées, et chaque pas faisait mal. Mais la douleur physique n'était rien comparée à la douleur de voir Antoine sans vie. Après 2 semaines, Sophie a fait face à un problème. Courir était une chose. Pousser un fauteuil roulant en était une autre. Elle avait besoin de s'entraîner avec du poids. Elle avait besoin de simuler les conditions réelles. Elle avait besoin d'un fauteuil roulant. Mais les fauteuils roulants de sport étaient chers, très chers. Sophie gagnait 12 000 € par an. 8 000 allaient au loyer et à la nourriture. 2 000 aux médicaments d'Antoine. Il restait 2 000 pour tout le reste. Un fauteuil roulant de sport coûtait 25 000 € neuf. Impossible. Mais Sophie n'en cherchait pas un neuf, elle en cherchait un d'occasion. Et après des semaines de recherche sur Internet, elle en a trouvé un fauteuil roulant de course d'occasion. 8 000 €, en bon état,
Vendeur à Versailles, Sophie n'avait pas 8 000 €, mais elle avait du temps. 4 mois pour économiser, 4 mois de sacrifice, 4 mois sans rien dépenser d'autre que l'essentiel. Et elle l'a fait. Pendant 4 mois, Sophie a économisé chaque euro. Elle n'a pas acheté de nouveaux vêtements. Elle n'est allée nulle part. Elle ne s'est fait aucun plaisir. Et pendant qu'elle économisait, elle continuait à s'entraîner. Sans fauteuil, mais avec de l'ingéniosité. Elle a récupéré 3 sacs de ciment, 40 kilos chacun. Elle les a mis dans un vieux chariot de supermarché et elle a commencé à pousser. Les premiers jours ont été brutaux. Le chariot pesait 120 kilos avec les 3 sacs. Sophie pouvait à peine le bouger. Ses bras tremblaient, son dos criait, son genou pleurait à chaque pas, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Chaque fois qu'elle voulait abandonner, elle pensait à Antoine. Elle pensait à ses yeux vides, fixant le plafond. Elle pensait à sa voix disant « Je ne suis plus bon à rien ». Et la rage la faisait continuer. Pas la rage contre le monde. La rage contre l'idée que son frère était perdu. Cette rage se transformait en carburant. Cette rage la faisait pousser plus fort, chaque matin, 4h30, dans le jardin de la maison de Jean-Pierre, parce que le jardin était grand, parce que personne ne l'utilisait si tôt, parce que c'était le seul endroit où elle pouvait s'entraîner sans qu'on la voie. Sophie courait en rond, poussant le chariot avec du ciment, sueur, larmes, murmures. « Tu vas franchir cette ligne d'arrivée, Antoine, je te le promets. Tu vas franchir cette ligne d'arrivée. » Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois. Et Sophie continuait à s'entraîner. Jour 30. Elle pouvait courir 10 kilomètres en poussant du poids. Ce jour-là, Sophie pleura de joie sous la douche. 10 kilomètres, ça paraissait peu. Mais il y a un mois, elle pouvait à peine en courir 2. Le progrès était lent, mais c'était un progrès. Jour 45, elle pouvait courir 15 kilomètres. Ce jour-là, un voisin la vit sortir à 4h30 du matin. Il lui demanda où elle allait si tôt. Sophie sourit et dit qu'elle allait marcher. Elle ne pouvait pas lui raconter la vérité. Personne ne devait savoir, pas tant qu'elle ne serait pas sûre que c'était possible. Jour 60, elle pouvait courir 20 kilomètres, un semi-marathon. Avec du poids, Sophie se souvint de son premier semi-marathon, il y a 15 ans. Elle l'avait couru en 1h50, sans poids, jeune, en bonne santé. Maintenant, à 38 ans, avec un genou détruit, en poussant 120 kilos, elle le faisait en 2h30, plus lentement, beaucoup plus lentement. Mais elle le faisait, et c'était la seule chose qui importait. Jour 75, quelque chose changea. Sophie remarqua que son corps s'adaptait. La douleur était toujours là, mais elle était différente. C'était une douleur familière, une douleur qu'elle connaissait, une douleur qui ne lui faisait plus peur. Son genou craquait chaque matin, mais il tenait. Ses bras tremblaient à chaque poussée, mais il poussait. Son dos criait à chaque kilomètre, mais il tenait bon. Le corps humain est incroyable quand il a une raison de l'être. Et Sophie avait la meilleure raison du monde. Jour 90, elle pouvait courir 30 kilomètres. Ce jour-là, Sophie s'autorisa à croire que c'était possible, à croire qu'elle pouvait le faire, à croire qu'Antoine franchirait cette ligne d'arrivée. 30 kilomètres, c'était le point où la plupart des coureurs de marathon craquent. C'est là où le corps dit « stop ». C'est là où l'esprit commence à négocier. C'est là où le rêve se transforme en cauchemar. Mais Sophie passa ce point, avec du poids, avec de la douleur, avec des larmes. Mais elle le passa, et cela lui donna la confirmation dont elle avait besoin. Elle pouvait le faire. Elle allait le faire. Antoine allait franchir cette ligne d'arrivée. Son genou lui faisait mal chaque jour. Mais chaque jour, il lui faisait moins mal que de voir Antoine sans espoir. Le jour 120, Sophie eut enfin assez d'argent. Elle voyagea jusqu'à Évry. Le voyage dura 3 heures en bus. 3 heures à penser à tout ce qui pouvait mal tourner. Et si le fauteuil ne marchait pas? Et si le vendeur était un escroc? Et si 8 000 €, 4 mois de sacrifice, étaient perdus en une seconde?
Mais quand elle arriva à l'adresse et qu'elle vit le fauteuil, elle sut que cela en valait la peine. C'était un fauteuil de course d'occasion, marque Top End Eliminator, modèle d'il y a 5 ans, mais en excellent état. Le vendeur était un homme de 50 ans appelé Frédéric. Il avait couru 3 marathons en poussant sa femme atteinte de sclérose en plaques. Maintenant, sa femme était décédée et il voulait que le fauteuil ait une nouvelle vie, une nouvelle histoire, une nouvelle ligne d'arrivée à franchir. Quand Sophie lui raconta pourquoi elle le voulait, Frédéric pleura. Elle lui raconta l'histoire d'Antoine, l'accident, la dépression, le plan des 147 jours. Frédéric écouta en silence, et quand Sophie eut fini, il dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Ton frère va franchir cette ligne d'arrivée, » lui dit Frédéric, « parce que tu n'es pas une coureuse, tu es une guerrière, et les guerriers terminent toujours ce qu'ils commencent. » Frédéric lui fit payer 7 000 € au lieu de 8 000. Il lui dit de garder les 1 000 pour des bandages et du gel pour le genou. Elle allait en avoir besoin. Sophie retourna à Paris avec le fauteuil. Elle le cacha dans un entrepôt près de chez Jean-Pierre. Elle ne pouvait pas l'emmener à la maison. Antoine le verrait. Et Antoine ne devait pas savoir, pas encore. Il restait 27 jours avant le marathon. Et Sophie devait faire quelque chose qui la terrorisait. Elle devait le dire à Antoine. Mais avant cela, quelque chose se passa, quelque chose qui allait tout changer. C'était un samedi matin, 4h30 du matin. Sophie était dans le jardin de Jean-Pierre, s'entraînant comme toujours, poussant le fauteuil vide sur la pelouse, pleurant comme toujours, murmurant comme toujours. Elle ne savait pas que quelqu'un l'observait. Jean-Pierre Leclerc n'arrivait pas à dormir cette nuit-là. Insomnie, comme beaucoup de nuits. La culpabilité ne le laissait pas se reposer. Depuis la mort d'Élise, les nuits étaient pires. Élise lui disait toujours qu'il travaillait trop. Élise lui disait toujours qu'il ignorait ce qui était important. Élise lui disait toujours qu'un jour, il le regretterait. Et elle avait raison. Jean-Pierre regrettait tout, de ne pas avoir passé plus de temps avec elle, de ne pas avoir réparé cet échafaudage, de ne pas avoir été une meilleure personne. Cette nuit-là, il marcha jusqu'à la fenêtre de sa chambre. Il vit de la lumière dans le jardin étrange. Il était 4h30 du matin. Personne ne devait être là. Jean-Pierre descendit silencieusement. Il ouvrit la porte du jardin. Et il vit quelque chose qui le laissa paralysé. Sa femme de ménage, Sophie, en tenue de sport, poussant un fauteuil roulant vide sur la pelouse, courant en cercle, transpirant, pleurant, murmurant quelque chose qu'il pouvait à peine entendre. « Tu vas franchir cette ligne d'arrivée, Antoine. Je te le promets. » Jean-Pierre resta immobile, observant, sans comprendre. Qui était Antoine? Pourquoi Sophie faisait ça? Pourquoi elle pleurait? Pourquoi elle promettait? Jean-Pierre ne dit rien. Il resta dans l'ombre, regardant, et quelque chose dans sa poitrine commença à le faire souffrir d'une manière différente. Les jours suivants, Jean-Pierre enquêta, discrètement, sans que Sophie le sache. Il vérifia les dossiers des ressources humaines. Sophie Dubois, femme de ménage depuis 2 ans, adresse, un petit appartement à Belleville, parents enregistrés, un frère appelé Antoine Dubois. Antoine Dubois, ce nom lui était familier, trop familier. Jean-Pierre chercha dans les archives de son entreprise et il trouva ce qu'il craignait. Antoine Dubois, maçon, employé de 2018 à 2022. Accident de travail, 15 mars 2022. Cause, effondrement d'échafaudage sur le chantier des Champs-Élysées. Résultat, lésion médulaire, T6, T7. Paraplégie complète. Indemnisation versée, 120 000 €. Affaire classée. Jean-Pierre sentit le monde s'écrouler. Le frère de sa femme de ménage. L'homme qu'il avait détruit. L'homme dont il était responsable de la blessure. Vivait avec Sophie, la femme qui nettoyait sa maison, la femme qui s'entraînait dans son jardin, la femme qui essayait de faire l'impossible pour son frère. Jean-Pierre rangea les dossiers, fermait l'ordinateur et il pleura. Pour la première fois depuis des années, il pleura pour Élise, il pleura pour Antoine, il pleura pour toutes les erreurs qu'il avait commises, il pleura pour la personne qu'il était devenu.
Mais les larmes ne changent rien, seules les actions. Et Jean-Pierre ne savait toujours pas quoi faire. Il restait 25 jours avant le marathon. Sophie continuait à s'entraîner. Jean-Pierre continuait à observer. Chaque matin, à 4h30, Sophie regardait par sa fenêtre. Elle regardait Sophie courir. Elle regardait Sophie pleurer. Elle regardait Sophie promettre. Et chaque matin, la culpabilité grandissait. Un jour, Jean-Pierre trouva quelque chose sur le bureau de la cuisine. Un formulaire d'inscription. Marathon de Paris, catégorie, fauteuil roulant assisté, participante, Sophie Dubois, assistant, Antoine Dubois. Motif d'inscription. Mon frère rêvait de courir un marathon. Je vais courir pour nous deux. Jean-Pierre lut ces mots 3 fois. Mon frère rêvait de courir un marathon. Je vais courir pour nous deux. Et quelque chose en lui se brisa, ou peut-être se répara. Il est difficile de savoir la différence. Il restait 20 jours. Sophie trouva enfin le courage de le dire à Antoine. Elle rentra à la maison après le travail, avec le fauteuil roulant de sport. Antoine était dans son lit, comme toujours, regardant le plafond, comme toujours. Sophie entra avec le fauteuil, elle le plaça devant lui. Antoine regarda le fauteuil, puis il regarda sa sœur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il. « Ton fauteuil de marathon ?» répondit Sophie. « On va courir 42 kilomètres ensemble. » Antoine ne comprit pas. Il ne réagit pas. Il resta juste à regarder. Sophie expliqua tout, les 147 jours d'entraînement, les 4 mois d'économie, les matins à 4h30, la douleur au genou, les larmes, les promesses, tout. Quand elle eut fini, Antoine pleurait. Pour la première fois depuis des mois, « Non », dit-il, « je ne peux pas, je ne sers à rien. » Sophie s'assit à côté de lui. Elle prit sa main. « Antoine, » dit Sophie, « tu as toujours voulu courir un marathon avec moi devant, toi derrière, nous deux franchissant la même ligne d'arrivée. Tu te souviens ?» Antoine acquiesça, en pleurant. « Eh bien, » dit Sophie, « le plan a un peu changé. Moi qui pousse, toi devant. Mais la ligne d'arrivée est la même, et on va la franchir ensemble. » Antoine ne répondit pas. Il ne pouvait pas, les mots ne sortaient pas, seulement les larmes. Sophie le serra dans ses bras. Elle le serra dans ses bras, comme quand ils étaient enfants. Elle le serra dans ses bras comme quand leur père est mort. Elle le serra dans ses bras comme si dans cette étreinte, elle pouvait transmettre tout l'espoir qu'il avait perdu. Et après un long silence, Antoine murmura « D'accord, on va le faire. » Les 20 jours suivants furent intenses. Sophie s'entraîna avec Antoine pour la première fois, lui dans le fauteuil, elle poussant. C'était différent de pousser du ciment. C'était plus lourd, c'était plus difficile, mais c'était réel. C'était Antoine, c'était son frère, et ça valait tout. Le premier jour d'entraînement ensemble fut un désastre magnifique. Antoine n'était pas sorti depuis des mois. Le soleil lui faisait mal aux yeux. Le bruit de la rue l'accablait. Les regards des gens lui donnaient envie de se cacher. Mais Sophie ne le laissa pas faire. « Continue », lui disait-elle. « Ne regarde personne d'autre que moi. Je suis tes jambes maintenant. Toi, tu dois juste être présent. » Le deuxième jour fut un peu mieux. Antoine commença à remarquer des choses qu'il avait oubliées. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée, le son des oiseaux le matin, la sensation du vent sur son visage, des choses simples qu'il avait prises pour acquises avant l'accident, des choses qui maintenant ressemblaient à de petits miracles. Le troisième jour, quelque chose changea. Sophie l'emmena dans un parc où ils avaient l'habitude de courir ensemble quand ils étaient jeunes, le parc Montsouris. Le même parc où Antoine lui avait dit pour la première fois qu'il voulait courir un marathon avec elle. Antoine regarda les sentiers, il regarda les arbres, il regarda les coureurs passer, et pour la première fois depuis 3 ans, il ressentit quelque chose qui n'était pas de la douleur. Il ressentit de la nostalgie, mais pas la nostalgie qui détruit, la nostalgie qui motive. « Je veux ressentir ça à nouveau », dit Antoine. « Je veux sentir que je cours, même si c'est dans un fauteuil. » Sophie sourit, et elle commença à pousser plus vite. Le vent frappait le visage d'Antoine.
Ses mains s'agrippaient aux accoudoirs du fauteuil. Son cœur battait plus vite. Et pendant un bref instant, glorieux, Antoine sentit qu'il volait. Les jours suivants établirent une routine. 5 ans. Sophie réveillait Antoine. 5h30. Petit déjeuner léger, banane, eau, une barre de céréales. 6h. Il sortait au parc avant le lever du soleil. 6 rangs à 7h30. Entraînement. Distance croissante chaque jour. 8 rangs. Retour à la maison. Douche. Changement de vêtements. 9h. Sophie partait travailler chez Jean-Pierre. Antoine restait seul, mais plus seul avec le plafond. Seul avec des pensées différentes. Des pensées d'objectifs. Des pensées de possibilités. Des pensées d'un avenir qu'il avait cru mort. Le jour 10/20. Quelque chose de magique se produisit. Sophie et Antoine s'entraînaient au bois de Boulogne. Ils avaient parcouru 15 kilomètres. Antoine était épuisé d'être assis si longtemps. Sophie était épuisée de pousser, mais ils continuaient, et alors ils virent quelque chose. Un autre fauteuil roulant, une autre personne qui poussait, un homme d'une 60aine d'années poussant une femme d'âge similaire, également en train de s'entraîner, également en train de courir, également en train de rêver. Les 4 se regardèrent. Ils ne dirent rien. Ils acquiescèrent, simplement. La salutation universelle de ceux qui comprennent l'impossible. Ceux qui savent que certains objectifs ne se mesurent pas en temps, ils se mesurent en amour. Sophie continua à pousser, mais maintenant elle souriait. Ils n'étaient plus seuls. Il y avait d'autres fous comme eux, d'autres rêveurs, d'autres combattants. Et ça valait la peine d'être fou. Le jour 15, Léa et Thomas vinrent rendre visite à Antoine. Les enfants qu'il avait cessé de voir régulièrement. Les enfants qui le reconnaissaient à peine dans son état déprimé. Mais ce jour-là, Antoine était différent. Il était dehors, il était dans le fauteuil de sport. Il transpirait, il était vivant. « Papa » demanda Léa, avec des yeux énormes. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je m'entraîne » répondit Antoine. « Ta tante et moi allons courir un marathon. » Léa ne comprenait pas, Thomas non plus. Mais ils virent quelque chose dans les yeux de leur père qu'ils n'avaient pas vu depuis des années. Ils virent de la lumière. Ils virent de l'espoir. Ils virent le papa qu'ils se souvenaient avant l'accident. « Je peux te pousser aussi ?» demanda Léa. Antoine regarda Sophie. Sophie acquiesça. Léa, 8 ans, posa ses petites mains sur le fauteuil et elle commença à pousser. Elle n'alla pas loin. C'était trop lourd pour elle. Mais elle essaya, et l'essai était tout ce qui importait. Thomas, 5 ans, courut à côté du fauteuil, criant, encourageant. « Allez, papa, tu peux le faire. Allez. » Antoine pleura ce jour-là, mais pas de tristesse, de quelque chose qu'il avait oublié qui existait, de joie. Le jour 18, Laura vint chercher les enfants, et elle vit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Elle vit Antoine dehors. Elle vit Antoine sourire. Elle vit Antoine être père à nouveau. Il n'a rien dit, il a juste regardé, et quelque chose dans son visage a changé. Quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Quelque chose qui ressemblait à du regret. Quelque chose qui ressemblait à du doute. Avait-elle bien fait de partir ou avait-elle fui quelque chose qui pouvait encore être sauvé? Le 19, Sophie a fait la dernière épreuve. 42 kilomètres. La distance complète. Elle est partie à 4h du matin. Elle est rentrée à 8h30 du matin. 4h30. Son genou était détruit. Elle pouvait à peine marcher, mais elle l'avait fait. Elle savait qu'elle pouvait le faire. « Demain, c'est le jour », a-t-elle dit à Antoine ce soir-là. « Demain, nous franchissons la ligne d'arrivée ensemble. » Antoine l'a regardé. « Et si on n'y arrive pas ?» a-t-il demandé. Sophie a souri. « Alors nous aurons essayé », a-t-elle répondu. Et c'est déjà plus que ce que la plupart des gens font. Cette nuit-là, aucun des deux n'a dormi. Antoine ne pouvait pas arrêter de penser à la ligne d'arrivée, à ce que signifierait la franchir, à la personne qu'il serait après. Et il a pensé à tout ce qu'il avait perdu en 3 ans, ses jambes, sa femme, la garde de ses enfants, son travail, sa dignité, sa raison de vivre, mais il a aussi pensé à ce qu'il était en train de gagner. Une sœur qui l'aimait au-delà de toute logique,
une seconde chance, une ligne d'arrivée à franchir. Sophie ne pouvait pas arrêter de penser à son genou, à ce qui se passerait s'il cédait à mi-chemin, à ce qu'elle dirait à Antoine si elle échouait. Elle a pensé à tous les obstacles qu'ils avaient affrontés, les 147 jours d'entraînement secret, les 4 mois d'économie, les 4h30 du matin de solitude et de douleur, l'achat du fauteuil, la révélation à Antoine, les 20 jours d'entraînement ensemble. Ils étaient arrivés si loin, beaucoup trop loin pour échouer maintenant, mais la peur était toujours là, silencieuse, constante, attendant. À 2h30 du matin, Sophie s'est levée. Elle est allée dans la chambre d'Antoine. Elle l'a trouvé éveillé, regardant le plafond, mais pas comme avant. Avant, il regardait le plafond avec des yeux vides. Maintenant, il regardait le plafond avec des yeux pleins, pleins de peur, pleins d'espoir, pleins de tout ce que signifie être vraiment vivant. « Je n'arrive pas à dormir », a dit Antoine. « Moi non plus », a dit Sophie. « Et si on n'y arrive pas ?» a demandé Antoine. Sophie s'est assise au bord de son lit. Elle lui a pris la main comme quand ils étaient enfants. « Alors nous aurons essayé », a-t-elle dit. « Et c'est déjà plus que ce que la plupart des gens font. » Antoine a souri. Le premier sourire véritable depuis longtemps. « Merci, sœur. »« Pour tout ?» Sophie lui a serré la main. « Garde tes remerciements pour la ligne d'arrivée, a-t-elle dit. Tu vas en avoir besoin quand on pleurera comme des bébés. » Ils ont tous les deux ri. Un rire nerveux, un rire réel. Un rire qui attendait de sortir depuis 3 ans. Mais quand l'horloge a sonné 3 heures du matin, ils se sont tous les deux levés. Ils se sont tous les deux habillés. Ils se sont tous les deux regardés. Et ils ont tous les deux dit la même chose. « On va le faire ». Antoine ne parlait pas beaucoup pendant les entraînements, mais il commençait à changer. Il commençait à manger. Il commençait à mieux dormir. Il commençait à regarder vers l'avant, au lieu de regarder le plafond. Et un jour, alors que Sophie le poussait dans un parc, Antoine a dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Merci, sœur, de ne pas m'avoir laissé mourir. » Sophie a continué à courir, mais les larmes coulaient. Jour 145, 2 jours avant le marathon. Jean-Pierre Leclerc a pris une décision. Il allait être à la ligne d'arrivée. Il allait voir Sophie et Antoine la franchir. Il allait affronter ce qu'il avait fait. Il allait demander pardon. Même s'il ne le méritait pas, même si c'était 3 ans trop tard, même si rien ne pouvait changer le passé. Parce que les objectifs importants ne sont pas seulement pour les coureurs, ils sont aussi pour les lâches qui décident enfin d'arrêter de l'être. Jour du marathon, premier dimanche de décembre, 4h30 du matin, pluie torrentielle. Sophie et Antoine étaient sur la ligne de départ, 8000 coureurs autour d'eux. Mais dans la catégorie fauteuil roulant assisté, il n'y en avait que 3. 3 fauteuils, 3 rêves, 3 objectifs impossibles sur le point d'être tentés. Antoine a regardé sa sœur. « Prête ?» a-t-il demandé. Sophie a regardé la pluie. Elle a regardé les 42 kilomètres qui l'attendaient. Elle a regardé son genou qui lui faisait déjà mal avant de commencer. Et elle a souri. « Je suis née prête », a-t-elle dit. À 5h du matin, le coup de départ a retenti. Et Sophie a commencé à courir. Les premiers kilomètres ont été énergiques. Kilomètre 1, Sophie a trouvé son rythme. Ses jambes se souvenaient de l'asphalte. Son corps se souvenait du mouvement. Même si 5 ans s'étaient écoulés, le corps d'un coureur n'oublie jamais. Kilomètre 3. La pluie a commencé à tomber plus fort. Mais la pluie n'avait pas d'importance. La pluie n'était que de l'eau. Et l'eau n'arrête pas ceux qui ont une mission. Kilomètre 5. Ils ont passé le premier poste d'hydratation. Sophie a pris un verre d'eau sans s'arrêter. Elle en a passé un autre à Antoine. Ils ont continué, sans pause, sans doute. Kilomètre 7. D'autres coureurs ont commencé à remarquer le fauteuil. Certains regardaient avec curiosité, certains regardaient avec pitié, mais la plupart regardaient avec respect, parce qu'ils reconnaissaient ce qu'ils voyaient. Ils reconnaissaient le sacrifice à chaque poussée. Ils reconnaissaient l'amour à chaque pas. Ils reconnaissaient la folie belle d'essayer l'impossible. L'adrénaline aidait, l'émotion aidait, les cris des spectateurs aidaient. Antoine était dans le fauteuil, avec les yeux fermés, sentant le vent,
sentant la pluie, sentant le mouvement. Pour la première fois en 3 ans, il se sentait vivant. Kilomètre 10. Tout va bien. Sophie maintenait un bon rythme. Son genou protestait, mais c'était gérable. Antoine commençait à sourire. Les autres coureurs les encourageaient. Tout se passait comme prévu. Kilomètre 21. Semi-marathon. Et alors, c'est arrivé. Le genou de Sophie a craqué. Un bruit horrible. Une douleur aiguë. Elle a failli tomber. Elle a failli s'arrêter. Elle a failli abandonner. Antoine l'a senti. Il a senti que le rythme changeait. Il a senti que quelque chose n'allait pas. « Arrête, sœur », a-t-il dit. « Arrête-toi. Ça ne vaut pas la peine. » Sophie a continué à courir, en boitant. « Mais en courant, je ne suis pas venue ici pour m'arrêter », a-t-elle dit. « Nous sommes venus franchir une ligne d'arrivée, et nous allons la franchir. » Kilomètre 30. Sophie pouvait à peine marcher. Chaque pas était une agonie. Chaque mètre était une bataille, mais elle continuait. Les spectateurs commençaient à remarquer. Ils voyaient cette femme détruite poussant un fauteuil roulant. Ils voyaient la détermination sur son visage. Ils voyaient les larmes mélangées à la pluie. Et ils commençaient à applaudir. Ils commençaient à crier son nom. « Sophie, Sophie, Sophie !» sans savoir à quel point ce nom était approprié à ce moment-là. Kilomètre 35, Sophie tombait à genoux, elle se relevait, tombait de nouveau, se relevait de nouveau. Antoine pleurait dans le fauteuil. « Ça suffit !» criait-il. « S'il te plaît, ça suffit. Je ne veux pas que tu te détruises pour moi. » Sophie s'est arrêtée. Pour la première fois en 35 kilomètres. Il s'arrêta. Il s'avança devant le fauteuil. Il regarda Antoine droit dans les yeux. « Écoute-moi, dit-elle. Il y a 3 ans, tu as cessé de vivre. Tu as cessé de sourire. Tu as cessé d'essayer. Mais moi, je n'ai jamais cessé de croire en toi. Et aujourd'hui, il reste 7 kilomètres pour te prouver que les objectifs impossibles n'existent que jusqu'à ce que quelqu'un décide de les franchir. Alors, tais-toi et laisse-moi terminer ce que j'ai commencé. » Sophie retourna à l'arrière du fauteuil et recommença à pousser. Kilomètre 40. Sophie tomba une dernière fois. Ses genoux heurtèrent l'asphalte mouillé. Ses mains tremblaient. Son corps criait d'arrêter. Mais elle se releva, une fois de plus, et recommença à courir. Les 2 derniers kilomètres furent éternels. Chaque pas était un miracle, chaque mètre était une victoire, chaque seconde était une bataille gagnée contre l'impossible. Et alors, ils la virent, la ligne d'arrivée, à 200 mètres, à 100 mètres, à 50 mètres. Antoine leva les bras, pour la première fois en 3 ans. Il leva les bras vers le ciel et il cria « On l'a fait !» Sophie poussa avec les dernières forces qui lui restaient. Elle franchit la ligne. 4 heures, 17 minutes, 42 secondes, et s'effondra. Elle s'effondra sur le sol mouillé. Son corps ne répondait plus. Ses jambes ne la soutenaient plus. Son genou avait finalement cédé. Mais ça n'avait plus d'importance. Rien n'avait plus d'importance, sauf une chose. Ils avaient franchi. Ils étaient arrivés. Ils l'avaient fait. Sophie était au sol, pleurant, riant, tremblant, tout en même temps. Pleurant de douleur, pleurant de joie, pleurant de soulagement, pleurant parce que 147 jours de sacrifice avaient enfin un résultat, pleurant parce que son frère avait franchi une ligne d'arrivée que tout le monde disait impossible, pleurant parce qu'à ce moment-là, étendue sur l'asphalte mouillé, elle réalisa quelque chose. Son père serait fier, où qu'il soit. Il la regarderait avec un sourire parce qu'elle avait fait ce qu'il lui avait toujours appris. Elle avait transformé la douleur en mouvement. Elle avait transformé le désespoir en espoir. Elle avait couru quand le monde disait d'arrêter. Antoine criait depuis le fauteuil. Ses bras étaient toujours levés vers le ciel. La pluie tombait sur son visage. Mais ça n'avait plus d'importance. Les larmes se mélangeaient à la pluie. Et pour la première fois en 3 ans, c'étaient des larmes de joie. On l'a fait, Frangine. On l'a fait. On l'a fait. Il répétait ces mots encore et encore, comme s'il ne pouvait pas y croire, comme s'il avait besoin de les dire pour qu'ils soient réels. On l'a fait.
Les autres coureurs qui passaient s'arrêtaient pour regarder. Certains applaudissaient, certains pleuraient, certains s'agenouillaient près de Sophie pour l'aider à se relever, mais elle ne voulait pas se relever, pas tout de suite. Elle voulait rester là un moment de plus. Elle voulait absorber l'instant. Elle voulait le graver dans sa mémoire pour toujours. 4 heures, 17 minutes, 42 secondes. Le temps qu'il a fallu pour l'impossible. Le temps qu'il a fallu pour prouver que l'amour n'a pas de limite. Le temps qu'il a fallu pour donner à Antoine la seule chose dont il avait besoin. Une ligne d'arrivée franchie. Une raison de continuer à vivre. Une preuve qu'il servait encore à quelque chose. Les ambulanciers arrivèrent en courant. Les spectateurs applaudissaient. Les autres coureurs s'arrêtaient pour regarder. Et dans la foule, un homme marchait vers eux. Un homme de 54 ans, un homme avec des larmes dans les yeux, un homme qui attendait à l'arrivée depuis 4 heures du matin. Jean-Pierre Leclerc. Sophie le vit s'approcher. Elle ne comprenait pas. Que faisait son patron ici? Pourquoi pleurait-il? Pourquoi la regardait-il de cette façon? Jean-Pierre s'agenouilla près d'elle, près d'Antoine, et dit quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. « Antoine, dit-il, je m'appelle Jean-Pierre Leclerc. Je suis le patron de l'entreprise de construction où tu travaillais. Je suis le responsable de l'échafaudage qui a détruit ta vie et je viens te demander pardon. » Silence. Silence. Absolu. Antoine regarda Jean-Pierre. Sophie regarda Jean-Pierre. Le monde entier sembla s'arrêter. Jean-Pierre continua. Sa voix tremblait. Ses mains tremblaient. Tout son corps tremblait sous le poids de 3 ans de culpabilité qui sortaient enfin. Il y a 3 ans, j'ai ignoré les rapports de sécurité. Mes ouvriers m'ont dit que l'échafaudage était défectueux. Ils me l'ont dit 3 fois. Et 3 fois, je leur ai dit qu'on réparerait ça plus tard, que le calendrier était plus important, qu'on ne pouvait pas prendre de retard. J'ai privilégié l'argent à la vie de mes employés. J'ai privilégié mon planning à ton avenir. J'ai privilégié l'efficacité à l'humanité. Et quand tu es tombé, je ne suis pas allé te voir à l'hôpital. Je ne suis pas venu te demander pardon. Je ne suis pas venu affronter ce que j'avais fait. J'ai payé l'indemnisation minimale légale, 120 000 €, comme si ta vie valait ça, comme si tes jambes valaient ça, comme si ton avenir valait ça. J'ai clos le dossier. J'ai continué ma vie. Ou du moins, j'ai essayé. Mais la culpabilité ne disparaît pas quand on l'ignore. Elle s'accumule, elle pourrit, elle se transforme en quelque chose qui te ronge de l'intérieur. J'ai vécu avec cette culpabilité chaque jour depuis lors. Chaque fois que je m'asseyais à mon bureau, je pensais à toi. Chaque fois que je me promenais sur mes chantiers, je pensais à toi. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je voyais un lâche. J'ai voulu te demander pardon chaque jour depuis lors. J'ai écrit cette lettre d'excuse 100 fois, et 100 fois, je l'ai déchirée, parce que je savais que je ne la méritais pas, que ton pardon était trop à demander. Mais j'ai été lâche. Jusqu'à aujourd'hui, Antoine ne dit rien. Il ne pouvait pas. Les mots ne sortaient pas. Jean-Pierre sortit une enveloppe de sa poche. À l'intérieur, il y a un chèque de 2 millions d'euros, dit-il. Une lettre d'excuse que j'ai écrite de ma propre main. Et une offre d'emploi adaptée dans mon entreprise, si jamais tu veux revenir. Mais je sais que rien de tout ça ne change ce que j'ai fait. Je sais que rien de tout ça ne te rend tes jambes. Je sais que je ne mérite probablement pas ton pardon. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé, que chaque jour, je le suis. Que te voir franchir cette ligne d'arrivée aujourd'hui m'a donné plus d'espoir que je n'en ai eu depuis des années. Jean-Pierre posa l'enveloppe dans les mains d'Antoine. Il se releva et commença à s'éloigner. Mais avant qu'il ne puisse faire 3 pas, Antoine parla. « Jean-Pierre !» Jean-Pierre s'arrêta. Il se retourna. Antoine le regarda avec des yeux qui brillaient pour la première fois en 3 ans. « Je n'ai pas besoin de ton argent, » dit Antoine. « Ce dont j'avais besoin, c'était de franchir cette ligne d'arrivée. Et ma sœur me l'a donné. Mais si tu veux vraiment une rédemption, utilise cet argent pour que d'autres franchissent la leur. » Silence. Jean-Pierre acquiesça. Les larmes coulaient. Sophie regardait sans pouvoir croire ce qui se passait. Et à ce moment-là, au milieu de la pluie, au milieu de la douleur, au milieu de tout, quelque chose de nouveau naquit.
6 mois plus tard, Fondation Marathon Possible, créée par Jean-Pierre Leclerc, dirigée par Sophie Dubois, avec Antoine Dubois comme coordinateur des entraînements. La fondation offrait des fauteuils roulants sportifs à des personnes en situation de handicap. Elle formait des accompagnateurs pour les marathons. Elle organisait des courses inclusives partout en France. Dès la première année, ils ont fait don de 50 fauteuils. La deuxième année, 100. La troisième année, 200. 50 personnes handicapées ont franchi des lignes d'arrivée de marathon avec l'aide de la fondation. 50 rêves qui semblaient impossibles se sont réalisés. 50 Antoine et Sophie ont trouvé leur propre version de l'espoir. Sophie Dubois a subi une opération du genou, payée par Jean-Pierre. L'opération a été un succès. Elle a recommencé à courir, pas aussi vite qu'avant, pas aussi loin qu'avant. Mais elle courait et maintenant, elle dirigeait une équipe de 20 entraîneurs qui aidaient d'autres personnes à faire ce qu'elle avait fait. Antoine Dubois a récupéré ses enfants. Élodie a vu le changement. Elle a vu Antoine revivre. Elle a vu ses yeux briller à nouveau et elle a accepté la garde partagée. Léa et Théo passaient 3 jours par semaine avec leur père. 3 jours de rire, 3 jours d'histoire, 3 jours avec un homme revenu d'entre les morts. Antoine a terminé 3 autres marathons au cours des 2 années suivantes. Le deuxième marathon était à Lyon. Temps, 4h35. Plus lent que le premier, mais cela n'avait pas d'importance. Parce que Léa et Théo l'attendaient à l'arrivée. Ses enfants, les enfants qu'il avait cessé de voir, les enfants qui le regardaient maintenant avec des yeux pleins de fierté. Le troisième marathon était à Marseille. Temps, 4h12, plus rapide que les précédents, parce qu'Élodie était à l'arrivée, son ex-femme, la femme qu'il avait quittée il y a 2 ans, la femme qui le regardait maintenant différemment, la femme qui, après la course, lui a dit qu'elle voulait réessayer. Le 4e marathon était à Paris, exactement 1 an après le premier, le même parcours, le même temps pluvieux, mais une personne différente dans le fauteuil, un Antoine différent, un Antoine qui ne disait plus qu'il ne servait à rien, un Antoine qui disait maintenant qu'il servait à tout, toujours avec Sophie qui l'encourageait, toujours franchissant la ligne d'arrivée ensemble, toujours pleurant à la fin. Parce que certaines larmes ne sont pas de tristesse, elles sont de gratitude, elles sont de victoire, elles sont d'amour. Jean-Pierre Leclerc a vendu 40% de son entreprise. Il a réduit ses heures de travail de 16 heures à 8. Il a fait don de 5 millions d'euros à la fondation. Il a mis en place la politique de sécurité la plus stricte du secteur. 0 échafaudage défectueux. En 3 ans, 0 accident sur ses chantiers, 0 famille détruite, 0 nouvelle culpabilité apportée, et chaque dimanche, Jean-Pierre allait au cimetière rendre visite à Hélène. Il lui racontait tout, la fondation, les marathons, la rédemption. Il lui disait qu'il faisait enfin ce qu'il fallait, qu'il était enfin la personne qu'elle avait toujours su qu'il pouvait être, qu'il vivait enfin, pas seulement existant, mais vivant vraiment. Aujourd'hui, la fondation Objectif Possible opère dans 12 villes de France, Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille, Rennes, Reims. 12 villes où il y a maintenant des gens qui franchissent des lignes d'arrivée qu'ils croyaient impossibles. Elle s'est étendue à la Belgique, à la Suisse et au Canada. En Belgique, 50 fauteuils donnés. En Suisse, 75 fauteuils donnés. Au Canada, 100 fauteuils donnés. 3 pays où le rêve de Sophie continue de grandir. 3 pays où le nom de la fondation signifie exactement ce qu'il dit. Objectif possible. Parce que tous les objectifs sont possibles. Il suffit de quelqu'un prêt à pousser. 500 fauteuils donnés au total. 500 personnes qui peuvent maintenant rêver de franchir des lignes d'arrivée. 500 Antoine qui ont retrouvé l'espoir qu'ils avaient perdu. 200 marathons complétés par des bénéficiaires. 200 objectifs atteints que les médecins avaient dit ne jamais pouvoir être atteints. 200 victoires contre l'impossible. 1000 familles touchées.
1000 foyers où il y a maintenant de l'espoir, 1000 tables où l'on parle maintenant de possibilités, 1000 cœurs qui ont recommencé à battre fort. Tout parce qu'une femme de ménage a décidé que son frère allait franchir une ligne d'arrivée. Tout parce que 147 jours de douleur se sont transformés en une vie de but. Tout parce que l'amour ne connaît pas d'impossible. Et chaque fois que quelqu'un franchit une ligne d'arrivée en poussant un être cher en fauteuil roulant, l'esprit de Sophie et Antoine est là, leur rappelant que les objectifs impossibles n'existent que jusqu'à ce que quelqu'un décide qu'ils ne le sont pas. Il y a une photo qui est devenue célèbre dans la communauté des coureurs inclusifs. Une photo prise à l'arrivée du marathon de Paris. Elle montre une femme épuisée, trempée par la pluie, effondrée sur le sol. Elle montre un homme en fauteuil roulant avec les bras au ciel. Elle montre une horloge numérique qui affiche 4, 17, 42. Et elle montre autre chose. Elle montre l'espoir, pas la personne, l'émotion. Elle montre que la douleur peut se transformer en mouvement. Elle montre que l'amour peut se transformer en kilomètres. Elle montre que les objectifs les plus importants ne se mesurent pas en temps. Ils se mesurent en larmes. Ils se mesurent en sacrifice. Ils se mesurent dans la décision de ne pas abandonner quand tout semble impossible. Antoine Dubois a une phrase qu'il répète chaque fois qu'il entraîne quelqu'un à la fondation. Il dit « Ma sœur a couru 42 kilomètres avec un genou détruit. Pas pour une médaille, pas pour un temps, pour mes yeux. Elle voulait que mes yeux brillent à nouveau. Et elle y est parvenue. Alors quand tu sens que tu n'en peux plus, souviens-toi de ceci. Quelqu'un, quelque part, est prêt à se détruire pour toi. Le minimum que tu puisses faire, c'est essayer. Et si personne n'est prêt, sois cette personne pour quelqu'un d'autre. Parce que les objectifs impossibles se franchissent, pas après pas, larme après larme, kilomètre après kilomètre. Et quand tu arrives enfin, quand tu franchis enfin cette ligne, tu comprends quelque chose qu'aucun chronomètre ne peut mesurer. Tu comprends que tu ne courais pas seul. Tu ne courais jamais seul. Et c'est l'objectif qui compte vraiment. Franchis ton objectif, même si ça fait mal, même s'il pleut, même si tout le monde dit que c'est impossible, parce que quelqu'un t'attend toujours de l'autre côté. Et cette personne mérite de te voir arriver. Une dernière chose, il y a une photo qui circule sur Internet. Une photo d'une femme épuisée franchissant une ligne d'arrivée. Une photo d'un homme en fauteuil roulant avec les bras au ciel. Une photo d'une horloge indiquant 4, 17, 42. Cette photo a été partagée des millions de fois. Elle a inspiré des milliers de personnes à tenter l'impossible. Elle a rappelé au monde que l'amour n'a pas de limite. Et sous cette photo, il y a toujours le même commentaire. Il y a toujours la même question, qui est-elle? Et la réponse est invariablement la même. C'est Sophie, et lui, c'est Antoine. Et ensemble, ils ont franchi une ligne d'arrivée que personne ne croyait possible. Parce que c'est ça l'amour, ça transforme l'impossible en inévitable. Ça convertit la douleur en mouvement. Ça métamorphose les larmes en carburant. Et ça change des gens ordinaires en héros. Pas des héros avec des capes, pas des héros avec des pouvoirs. Des héros avec des genoux usés et des cœurs intacts. Des héros qui persévèrent quand le monde entier vous dit d'abandonner. Des héros qui franchissent des lignes d'arrivée quand tous les autres disent que c'est impossible. Toi aussi, tu peux être ce héros. Toi aussi, tu peux encourager quelqu'un à atteindre son but. Toi aussi, tu peux transformer la douleur de quelqu'un en action. Il te suffit de prendre une décision, il te suffit de commencer, il te suffit de faire le premier pas, et puis le deuxième, et puis le troisième, jusqu'à ce que 42 kilomètres se transforment en une ligne franchie, jusqu'à ce que l'impossible devienne possible, jusqu'à ce que toi aussi, tu aies une photo qui inspire le monde. Franchis ta ligne d'arrivée, aujourd'hui, maintenant, parce que quelqu'un t'attend de l'autre côté, et cette personne mérite de te voir arriver.